La phase de préparation, c'est vraiment la phase fondamentale du data mining, parce que si on n'a pas des bonnes données, des données propres, des données cohérentes, les résultats ne seront pas cohérents. Donc le problème de ces données, c'est qu'elles sont incomplètes. Lors de la saisie, il y a eu des oublis, que ce soit des oublis qui ont des sources humaines ou des manques qui viennent de capteurs défectueux à un moment donné. On va potentiellement avoir du bruit dans ces capteurs si on mesure une vibration et que sur un procédé et qu'à côté il y a quelqu'un qui fait des travaux de BTP et il y a une perceuse, les vibrations qu'on mesure sur notre process seront bruitées par ces équipements de BTP. On peut aussi avoir des incohérences entre une même information. Donc ça, c'est pire. C'est pas qu'il manque quelque chose, c'est que l'information qu'on a sur un même enregistrement va être en conflit. Et dans ce cas-là, il va falloir prendre des décisions, soit de manière automatisée, soit manuellement, localement, pour corriger ces détections. De la même manière, on va avoir des problèmes lorsque l'on va fusionner des bases de données qui viennent d'environnements différents. Ce qui arrive le plus souvent, c'est des erreurs d'unité. On va avoir une base de données avec une information qui est stockée en litres, une base de données avec des informations qui vont être stockées en grammes. C'est la même information qui est décrite, mais si on ne sait pas qu'il y a cette différence entre l'unité, on n'a pas l'élément qui va nous permettre de faire la conversion. De la même manière, si on a des données temporelles, on peut mesurer les choses différemment au fil du temps. Passer d'une échelle de 1 à 10 à une échelle de A à B ou A à C. Donc ça, il va falloir prendre en compte ces informations-là pour les corriger. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ? On va identifier les points aberrants et, à l'aide d'experts, décider comment on les traite. On peut les exclure, les intégrer parce qu'ils représentent vraiment des événements qui ont lieu, qui sont des points aberrants, mais qui arrivent, et on peut résoudre, et on doit résoudre les incohérences. Il faut parfois faire des opérations de choix qui vont avoir des impacts sur les résultats. Donc, cette étape et les choix qui sont pris à cette étape vont avoir des répercussions sur toutes les étapes ultérieures du KDD. Donc, la plupart des outils de base de traitement de données proposent des gestions de ces points, le plus simple étant sur toutes les entrées, sur toutes les descriptifs de situations qui sont bizarres, soit un peu trop éloignées de la moyenne, soit qui ont des incohérences, soit qui sont incomplètes, on va laisser de côté. On peut remplir à la main, remplir automatiquement avec un label qui serait, je ne sais pas, ou vide, pour identifier peut-être d'où vient le problème de saisie, ne serait-ce que ça. Donc ça, ce sont des décisions qui vont devoir être prises. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Ce qui est vraiment indispensable, c'est de garder une trace de ces décisions-là, puisqu'elles vont peut-être permettre d'expliquer des résultats par la suite, et qu'on doit toujours être capable de revenir en arrière si on identifie que les décisions prises n'étaient pas les plus adaptées. Une étape importante également, c'est l'étape de normalisation. On va souvent avoir à manipuler des données qui sont très hétérogènes, avec des unités différentes et donc des ordres de grandeur très différents. Dans toutes les méthodes qui vont utiliser des distances, cette caractéristique va être primordiale. Donc le poids d'une caractéristique par rapport à une autre doit être prise en compte pour avoir une distance la plus intéressante possible par la suite. Donc si on ne sait pas a priori si on a un facteur plus important que l'autre, mon conseil, c'est de normaliser pour avoir sur toutes les entrées des valeurs qui vont être de même ordre de grandeur, entre 0 et 1, et qui vont permettre de pouvoir utiliser plus facilement des distances, notamment des distances euclidiennes auxquelles on est familier.
Cette question de la normalisation, une fois qu'on a décidé de le faire, on peut la faire de différentes manières. La faire de manière linéaire, ce à quoi on a plutôt l'habitude de faire. Si on est dans ce qui suppose quelque part d'avoir une répartition du phénomène suivant une loi uniforme. Si on est plutôt sur des lois normales, il y a d'autres manières de normaliser. Ça veut dire qu'avant de faire cette étape de normalisation, il faut déjà étudier de manière individuelle chacune des caractéristiques qui va décrire nos entrées. Une fois qu'on a bien nettoyé, qu'on a bien fusionné nos éventuelles différentes sources de données, une phase importante, ça va être la visualisation. C'est une phase importante parce que c'est une phase qui va permettre une vraie interaction entre les données brutes et l'être humain. Et ce qui va permettre un meilleur échange avec les experts. Donc il y a énormément d'outils de représentation. Ce qui est important, c'est de trouver un outil qui va parler aux experts, de trouver un outil qui va vous permettre d'identifier ce que vous cherchez, des points aberrants, des points non enseignés, et potentiellement déjà, à cette étape-là, extraire de la connaissance. Donc, dans la plupart des outils de représentation, on a différents formalismes qui sont proposés, des formats plutôt sous la forme de graphes, des formats de type boîte à moustaches, des formats de type quantile. L'important, c'est de trouver la représentation qui parle à l'expert. Et si vous avez différents modèles, différentes visualisations, il y a plus de chances que vous en trouviez un qui est parlant. Je voulais juste passer un peu plus de temps pour parler de cet indicateur-là, qui est un indicateur qui n'est pas assez utilisé à mon avis. Il s'appelle le coefficient de Gini. Donc, le coefficient de Gini, c'est un indicateur qui va permettre de pointer au sein d'un groupe les différences. Donc, c'est un indicateur qui est compris entre 0 et 1 pour un groupe donné et qui va représenter l'homogénéité des individus au sein d'un groupe. Si tout le monde se ressemble, on aura un indicateur de 1. Si tout le monde, une seule personne est très différente, ou tout le monde est différent, on va avoir un indicateur de 0. Donc là, le schéma qui illustre, c'est la répartition des revenus au sein d'un pays. Donc vous voyez que chacun des pays a une couleur. On identifie que les pays d'Amérique latine ont une répartition des richesses très inégale. Donc il y a très peu de gens qui ont beaucoup d'argent. Et l'indicateur de Gini est donc illustrant de cette inégalité. C'est aussi intéressant, donc là, ça sert à faire des représentations économiques. C'est intéressant lorsqu'on va avoir des clusters d'identifier si, en ayant choisi une caractéristique pour faire des regroupements, on va être homogène ou pas sur d'autres caractéristiques. Donc calculer cet indicateur pour les différents descripteurs des populations, des clusters, est intéressant. Et puis aussi, c'est très visuel.